Alors, deuxième partie de la correction du commentaire sur Femme noire de Senghor. J'ai terminé la première vidéo sur cette idée de constituer des cartes mentales, notamment en s'appuyant sur les termes utilisés dans les deux axes proposés. On va y travailler un peu dans le détail, dans la mesure où on peut le faire, parce que c'est un peu compliqué de juste parler comme ça. Euh, D'ailleurs, pour que vous maîtrisiez un peu mieux les choses, je pense il serait intéressant que vous ayez le texte devant vous avec la vidéo pour voir ce que j'indiquerai au fur et à mesure. Donc j'en viens à ces deux grands axes, hein. On a parlé, donc le premier s'intitule, les termes c'était la célébration lyrique de la beauté féminine. En règle générale, vous vous êtes un peu précipité, sans aucune explication ou assez peu, sur cette idée de célébrer la beauté féminine. Euh, la question c'est, oui, vous allez relever des parties du corps, au mieux vous allez travailler sur les sens, et c'était très bien hein, de travailler sur les sens, et je dirais même sur la sensualité du poème. Euh, mais c'est un peu court comme manière de faire. C'est-à-dire que beaucoup ont émis l'hypothèse que, beaucoup trop nombreux ont émis l'hypothèse que, voilà, en gros, c'était un poème amoureux de Senghor pour une femme qu'il aurait rencontrée, pour laquelle il aurait eu, pourquoi pas, un coup de foudre, hein, parce que le poème dit que sa beauté le foudroie. Mais je pense que on passe un peu à côté. Oui, ce poème célèbre la beauté féminine, mais il ne célèbre pas la beauté d'une femme en particulier. Et puis derrière cette femme, derrière la femme en général, la femme africaine, il célèbre surtout l'Afrique. Alors, sur quoi je vais m'appuyer pour dire ça? D'abord, je prends les deux termes. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans les termes utilisés dans le premier axe. Je parle d'abord de célébration lyrique. Ça, c'est important. Certains l'ont travaillé, en ont même fait une première partie. Je pense qu'on peut travailler sur la question du chant, la question de la forme du poème. On peut l'intégrer à ce premier axe, ou on pouvait faire une troisième partie qui précédait la célébration de la beauté féminine, puis la vision de la majesté de l'Afrique, et travailler sur simplement la forme. En règle générale, quand on a un poème comme ça en vers, en vers libre, certes, hein, pas en prose, il est intéressant de travailler sur sa disposition, sa forme, considérant que le poète lui-même a construit quelque chose. Alors, comme certains ont pu le dire, ce poème, il a à voir avec l'Aude, qui est une forme de poème, hein, une forme fixe dans l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine. Hein, l'Aude ODE hein, et sans accent circonflexe, contrairement à ce que j'ai vu. Alors, en général, l'Aude, dans la tradition grecque, c'est un poème de 7 strophes de 5 vers. Alors, ici, on n'a pas 7 strophes, on en a 4. Et puis, mais on a tout de même, si vous regardez, si on considère que les vers qui sont, disons que les lignes qui ont un alinéa dans chaque strophe sont la poursuite du vers précédent, hein, comme je vous l'ai déjà indiqué à propos de certains vers libres chez Senghor ou d'autres, on peut considérer que, en effet, les 3 premières strophes ont 5 vers. Mais surtout, ce qui m'amène à penser qu'on est du côté de l'Aude, c'est que l'Aude, c'est un poème qui est fait pour louer quelqu'un, pour louer quelque chose, ce qui est le cas ici de Femme nue, Femme noire, pour le coup. Alors, la question c'est qu'est-ce que ça loue? Est-ce que ça loue simplement une femme ou les femmes? Est-ce que ça loue l'Afrique? C'est ce qu'on va voir ensuite. Donc, célébration lyrique, donc travaillons sur cette idée du chant. Hein. Donc, on a 4 strophes, 3 strophes qui ont plus ou moins 5 vers, des strophes en vers libre. Et puis, vous l'avez remarqué, il y a l'idée du lyrisme ou l'idée du chant revient à plein de reprises. Alors, on associe, quand on dit lyrique, en général, on dit oui, c'est l'expression des sentiments du poète. Oui, le poète dit je à plusieurs reprises, il dit tu à cette femme ou à l'Afrique. Ça, c'est un premier élément. Mais il y a aussi plein de références à la question du chant. Je pense par exemple, il parle alors, à la musique tout simplement, il parle de tam-tam à plusieurs reprises, hein, et vous avez toute une série de répétitions, j'en profite sur cette idée de tam-tam. Donc là, on est dans le chant, on est dans le rythme, tam-tam,
tam-tam sculpté, tam-tam tendu, ça se répète. Comme on a un peu plus loin d'autres types de répétitions, huile, quenouille, nul souffle, huile, calme au flanc. Vous voyez, c'est cette forme de répétition qu'on avait déjà vue chez Senghor. Là, on est dans le domaine du chant, du rythme. Toujours, je parlais de musique à propos du tam-tam. On parle de voix, ta voix grave de contralto. La contralto, c'est une chanteuse lyrique féminine, mais qui a une voix plutôt grave, hein, qui tend vers la voix masculine. Hein. Euh, donc on a plusieurs références au chant, à la musique, et évidemment dans la dernière strophe en particulier, on a une référence à la poésie en particulier, mais au chant aussi. Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel. Donc encore cette idée du chant. Donc il y a une forme de régularité tout de même avec ces strophes, il y a des constructions anaphoriques avec la répétition en début de vers ou au milieu de vers des mêmes expressions. On a des références au lexique du chant. Donc tout ça nous amène à l'idée qu'on a une poésie un peu qui est une forme de chant archaïque, hein, qui est très spécifique à Senghor et une forme de chant archaïque qu'il va peut-être chercher dans les racines de la culture occidentale, gréco-latine en l'occurrence. Donc voilà pour célébration lyrique. Beauté féminine. Là, j'insiste, on va le voir, hein, je vais insister là-dessus. Il y a vraiment une imbrication entre la femme, la célébration de la beauté de cette femme, et puis la question de la beauté également, ou de la majesté de l'Afrique. C'est vraiment un briquet, hein. C'est pas, il y a une partie pour l'un, une partie pour l'autre. Il n'y a pas quelque chose qui domine, c'est-à-dire que les deux choses sont mêlées, hein. Certains me l'ont dit dans les copies, c'était assez juste. Hein. Donc, évidemment, il y a des références à femme. Alors, juste une chose, oui, sur cette question de savoir à qui il parle. Est-ce qu'il parle à une femme, à plusieurs femmes? J'insiste sur une chose, il y a un tout petit détail. Au début de chaque strophe, vous avez souligné, c'est vrai que chaque strophe commence par femme nue, femme noire. Hein, c'est le cas des deux strophes à l'extrémité, au début et à la fin. Hein, et puis les deux autres strophes à l'intérieur parlent de femme nue, femme obscure, femme nue, femme obscure. Euh, Ici, si vous regardez bien, là c'est important, il n'y a pas de déterminant devant femme. C'est pas la femme, c'est pas une femme, c'est pas des femmes, c'est femme. En général, l'absence de déterminant, ce qu'on appelle déterminant zéro, ça sert plutôt à construire une forme de généralité. C'est donc pas une femme en particulier qui est destinataire ici, qui serait destinataire de louanges ou quelque chose de ce type. Il parle de la femme en général, de la femme africaine du coup en général. Mais on va le voir, derrière cette femme africaine, il parle plus généralement de l'Afrique. Alors, je vous montre l'ambiguïté parfois. Alors, c'est vrai que pour dire qu'il s'adresse à la femme africaine, on va dire qu'il la tutoie. Hein. Il y a toute une série de personnifications. Il la tutoie. Il parle. Alors, il nous dit j'ai grandi dans ton ombre, hein, par exemple. Hein, et je souligne par exemple que quand je dis j'ai grandi dans ton ombre, on pense à la mère, c'est vrai, et donc à une femme, mais on peut penser aussi tout simplement à l'ombre des arbres de l'Afrique, et pas particulièrement à une femme. Donc c'est vraiment imbriqué. Ensuite, c'est vrai, euh, il parle de ses mains. Quand il dit tes mains bandaient mes yeux, c'est pareil. On peut prendre ça comme l'idée qu'une femme en particulier, sa mère peut-être, lui banderait les yeux, mais dans ce cas-là, on se demande un peu pourquoi. Hein, pourquoi lui bander les yeux? Qu'est-ce que ça signifie? Hein, c'est de la douceur de tes mains bander mes yeux. On peut lire ça tout simplement sans penser à une personne en particulier, qu'il veut simplement dire que, à ce moment-là, la douceur de tes mains bandait mes yeux, qu'il était enfant et donc pas assez mûr, c'est ça, bander mes yeux, hein, pas assez mûr pour voir cette beauté soit de la femme, soit de l'Afrique. Et il s'agirait plus de parler d'une évolution dans le temps du poète vis-à-vis de ce qui l'intéresse, à savoir l'Afrique. Et je souligne d'ailleurs, une élève, Léa, je crois en 1 à 1, soulignait très bien dans sa copie un travail vraiment intéressant sur l'idée qu'il y avait, au fil de ces strophes, une forme d'évolution dans le temps, c'est-à-dire que cette strophe dont je parlais, tes mains bandaient mes yeux, on est dans le domaine de l'enfance,
hein, j'ai grandi à ton ombre. Et puis on passait, si vous regardez bien dans la deuxième strophe, on parlait de frémur à la chair ferme. Euh, et donc, il y a une forme de maturité, alors soit de la femme, soit de l'Afrique, ou soit du poète lui-même, hein, le temps est passé. Euh, et ensuite, euh, pareil, hein, alors oui, je signalais, j'ai oublié de dire, oui, dans le premier paragraphe, déjà on nous disait au cœur de l'été et de midi, hein, peut-être au milieu de sa vie, hein, tout simplement, métaphoriquement, puis donc on a cette idée de chair ferme dans la deuxième strophe, et puis dans la troisième strophe, on parle de rides, on parle un peu d'angoisse à la fin, et puis surtout dans la dernière strophe, on nous parle d'être réduit en cendres pour nourrir les racines de la vie. Et donc, on est passé de la naissance à la mort, soit d'une femme, soit du poète, de son vieillissement, hein, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une forme d'évolution. Mais je reprends sur cette idée de la femme. Donc, c'est vrai, il y a des yeux, il y a des mains, il y a une bouche dans la deuxième strophe, on nous parle de caresse, donc il y a quelque chose de féminin, en effet, une forme d'éternel féminin, mais peut-être une forme d'éternel féminin qui le relie par personnification ou comme rapport du microcosme au macrocosme, comme je le disais auparavant, qui relie donc ces deux choses. Euh, voilà pour cette idée de beauté. Alors j'insiste sur cette beauté, hein, je parlais de sensualité, c'est vrai qu'on a le toucher avec les caresses, c'est vrai qu'on a la vue, qu'on a l'ouïe avec le tam-tam, euh, qu'on a des horizons purs pour la vue, qu'on a encore le toucher lorsqu'on parle d'huile dans la troisième strophe. Il y a toute une sensualité, mais qui ramène aussi bien à la femme en général, mais peut-être à la culture africaine. Et peut-être que la culture africaine, je ne suis pas le plus grand spécialiste de la question, mais peut-être que la culture africaine, elle est très, je dirais, matrimoniale, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, mais maternelle, où il y a quelque chose qui renvoie à la femme dans la culture africaine, plus qu'au père, hein, euh, matriarcale, je dirais, une culture peut-être matriarcale, et donc ce qui expliquerait cette présence importante de cette femme qui est une représentante, moi je dirais, de l'Afrique.